Bonsoir à toutes et tous. Je me présente Frédéric Bouchard, doyen de la Faculté des arts et des sciences. Merci d'être avec nous ce soir, en présence ou par Internet. C'est pour nous une soirée qu'on sera stimulante, ça on le sait déjà, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous, c'est une soirée d'autant plus importante qu'elle inaugure une série d'événements que nous souhaitons tenir cette année en l'honneur de notre anniversaire, le 50e anniversaire de la Faculté des arts et des sciences. Ça fait 50 ans qu'à travers les mélanges de lettres, sciences humaines, sciences sociales et sciences naturelles, on espère que nos étudiants, d'abord et avant tout, mais toute la société, puissent bénéficier de nos lumières. Et donc, la Faculté a le plaisir de vous convier à une série de discussions qui a pour objectif de faire dialoguer des collègues de diverses disciplines, parfois avec des personnalités publiques, parfois avec des diplômés, sur des thématiques d'actualité ou des choses qui ont piqué notre curiosité lors de nos séances de discussion pour voir de quoi on pourrait discuter ensemble et qu'est-ce qu'on pourrait découvrir comme expertise de nos professeurs, de nos étudiants, de personnalités publiques et de nos diplômés. À travers les décennies, nous avons accompagné l'ouverture d'esprit de multitudes de personnes qui devinrent des citoyens, des professionnels, des chercheurs et qui construisent notre société d'aujourd'hui et celle de demain. Et donc, premier échange ce soir, la semaine du jour de la Terre, nos invités discuteront du climat et des communications afin de répondre à la question « Comment le discours sur le climat a-t-il évolué au cours des dernières années? » Nous avons le privilège d'avoir parmi nous des expertes et des experts au profil très diversifié qui échangeront sur le sujet parce que l'identité même de notre faculté est avant tout un carrefour des arts et des sciences. Nous sommes très fiers de nos professeurs. Je vais commencer par les présenter et ensuite présenter nos autres invités brièvement. Donc, nous avons le plaisir de recevoir Sarah Tettelbaum, professeure au département de sociologie et responsable du programme en environnement et développement durable. Merci d'être avec nous ce soir. Sébastien Sauvé, professeur au département de chimie et vice-doyen à la recherche et à la création à la faculté. Merci Sébastien. Nous avons aussi parmi nous André-Yann Parent, directrice générale de l'équipe du projet de la réalité climatique du Canada. Je souligne qu'André-Yann est une diplômée du baccalauréat et de la maîtrise en anthropologie de la Faculté des arts et des sciences. Merci d'être avec nous ce soir. Le prochain invité n'aurait a priori pas besoin de présentation, mais laissez-moi l'honneur de vous le présenter quand même. Journaliste spécialisé en sciences et en médecine, il a été principalement animateur de l'émission d'actualité et de culture scientifique Les Années-Lumière de 1982 à 2017 à Radio-Canada. Yannick Villedieu. Merci Yannick. 4 invités pour une discussion. Cela pourrait vite devenir une cacophonie. Qui de mieux pour animer cette discussion que la journaliste chevronnée Chantal Srivastava. Merci Chantal. Chantal, journaliste Radio-Canada depuis 1988. Elle a couvert la consommation, l'économie, l'actualité nationale et internationale, sans oublier bien sûr les sciences, la santé et l'environnement. En somme, une journaliste remarquable pour animer une discussion avec des invités variés qui nous aideront à mettre un peu de lumière sur cet enjeu. Donc, merci d'être avec nous ce soir, que ce soit sur place ou à distance. Merci de célébrer avec nous l'importance des arts et des sciences dans nos vies. Et encore une fois, merci de célébrer avec nous le cinquantenaire de notre faculté. Bonne soirée, bonne discussion. Bien, merci, Monsieur le doyen. C'est toute une présentation pour ce groupe de personnes. Je suis vraiment honorée, moi, d'être ici avec vous 4 pour animer un peu les discussions. J'ai l'impression que je n'aurai pas besoin d'y mettre beaucoup d'âme parce que vous-même, vous 4, vous avez donc des engagements professionnels, personnels ici, et tout ça va transparaître dans ce dont on va parler ensemble au cours des minutes qui viennent. Peut-être une petite information juste pour vous dire que moi, j'ai le privilège de poser des questions, mais que vous aussi, tant dans la salle que sur le Facebook en direct, vous pouvez aussi poser vos questions. Et donc, comme on a quand même une belle heure devant nous de discussion, je vous propose, si vous voulez bien, qu'on divise ça en têtes de chapitres. On va parler de comment le discours sur les changements climatiques a évolué, qu'est-ce qui vous a marqué, frappé dans les dernières années, les dernières décennies pour certains dans ce discours-là. Mais j'aimerais qu'on fasse un court tour d'horizon de vous 4
pour que vous me disiez un peu la première fois, votre premier contact avec cette notion, ce discours, une phrase, une étude, un article, une nouvelle sur les changements climatiques. Qu'est-ce que ça a été? Puis qu'est-ce que vous en avez retenu? Situez un peu, donc, peut-être le contexte. J'y vais dans l'ordre. André-Yann Parent, devant moi. La première fois, votre première fois. Bien, en fait, c'était pas nécessairement ce qu'on appelait, bien, qui était qualifié, surtout j'étais très jeune, comme changement climatique, mais les premières fois, c'était, j'ai plusieurs oncles au Nouveau-Brunswick qui vivent de la pêche et qui voyaient déjà les impacts sur les populations de saumon, en fait, sur en fait, du saumon qui était plein de mercure et qui avait donc des risques pour les populations de les manger. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on a, dans ma famille, évidemment, par mes oncles et mes tantes, qui ont commencé à observer, à parler des impacts finalement de la pollution, mais aussi de façon beaucoup plus large, progressivement réaliser les impacts des changements climatiques sur des modes de vie et sur leur environnement immédiat. Et donc, c'est devenu dans les conversations, par ce biais-là, du saumon dans l'assiette, finalement. Du saumon oui. dans l'assiette. La pollution aussi a été la porte d'entrée, si je comprends bien. C'est exactement ça au début, surtout il y a plusieurs quand même années maintenant. Oui. C'était vraiment par cet enjeu-là de l'eau est polluée. Donc, cet angle-là pour amorcer les discussions, la communication sur ce qui va devenir après le discours sur les changements climatiques. Mais la pollution, dans mon cas, a été la porte d'entrée par le saumon. Et ça, c'est intéressant parce que Sébastien Sauvé, vous êtes tout juste à côté, c'est une coïncidence, mais la pollution, c'est votre pain quotidien, façon de parler, là, mais vous êtes l'expert dans ce domaine-là. Donc, pour vous, c'est par cette porte d'entrée-là aussi que la notion de changement climatique est entrée dans le discours auquel vous avez été exposé comme scientifique? Un peu, oui. Pain quotidien pour la pollution, je ne suis pas sûre. Oui, non, j'espère pour vous. Brûlement d'estomac. Mais moi, j'ai vraiment... L'entrée, c'est... Premier projet de recherche, j'arrive à l'université, c'était les pluies acides. C'était l'impact des pluies acides dans les érablières. Fin des années 80, à peu près? Ouais, peut-être début des années 90. OK, bon, OK. Donc, c'est vraiment à travers ce spectre de comment la pollution qui est dans l'air, l'acidité que ça représente peut avoir un impact dans les érablières, puis faire des mesures dans les sols, des mesures sur les feuilles, où tout ça est un peu invisible. C'est quelque chose qui vient de l'air, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais les impacts sont très visibles. Et donc, c'est vraiment à travers ce spectre de cette pollution qui nous affecte sans qu'on la voie et de fil en aiguille de voir, il y a des répercussions un petit peu partout, puis ce qui arrive comme acidité dans l'air peut aussi se transformer de différentes façons. Donc c'est vraiment à travers ce spectre-là, une thématique qui est un peu réglée puis qui est beaucoup moins à la mode, mais c'est vraiment à travers ça que moi, j'ai abordé le... Puis on verra, il y a peut-être des leçons à tirer aussi de ce succès, des contrôles qu'on a réussi à faire pour les pluies acides, la couche d'ozone, plein d'autres contaminants. Comme ça, peut-être qu'on pourra transposer dans le secteur des changements climatiques des modes de solution, d'intervention. Alors, Sarah, quant à vous, sociologue, dans le discours, donc le discours, c'est un objet d'étude pour vous, mais le discours sur les changements climatiques, la première fois, c'était quand? C'était comment? Bien, en fait, j'ai une petite anecdote que j'aimerais partager avec vous parce que je trouve d'une certaine manière que ça dit quelque chose sur la communication autour des changements climatiques. Et c'est quand je retourne en arrière, c'était autour de 1995 et j'étais fraîchement graduée de l'Université McGill en géographie. Et j'ai voulu m'engager dans le milieu environnemental. Et j'ai réussi à m'engager, à avoir même un travail au sein d'une petite organisation qui s'appelait ACEED, qui est aujourd'hui Équiterre. Et je travaillais sur des projets de commerce équitable, des projets d'agriculture soutenus par la communauté. Tu sais, j'étais vraiment emballée par le militantisme à cette époque-là. Et je suis allée écouter une présentation de Stephen Guilbeault sur les changements climatiques. Et c'était 1995, donc oui, on connaissait les changements climatiques, mais le niveau d'urgence, pour moi, il était beaucoup moindre qu'aujourd'hui. Je ne comprenais pas vraiment ce que c'était scientifiquement. Puis là, je suis allée écouter la présentation, puis Stephen, il faisait déjà l'expert en changement climatique. C'était comme une présentation d'un expert du GIEC. Tu sais, il y avait des graphiques, des tableaux, des projections. Tu sais, c'était assez impressionnant. Mais
drôlement, je me sentais pas très interpellée par les changements climatiques à cette époque-là. Je trouvais que c'était un peu abstrait, c'était un peu imprégnable au niveau des statistiques et des données et des projections que je ne maîtrisais pas vraiment. Et je me suis dit, je pense que je préfère travailler sur mon projet d'agriculture et de commerce équitable. Donc, pour moi, il y avait quelque chose qui était difficile à appréhender dans l'objet des changements climatiques dès le début. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, on a évolué, mais j'ai toujours ce sentiment-là que, en fait, c'est un défi communicationnel, les changements climatiques, parce que c'est d'une certaine manière intangible. C'est très vaste, c'est très complexe et la science est omniprésente. Donc, ça prend aussi une certaine aisance, un certain langage, un vocabulaire pour finalement bien appréhender sur quoi on fait face. Et là, on arrive dans le rayon, le département de Yannick Villedieu, un collègue que j'ai côtoyé, qui a parlé des changements climatiques depuis. C'est arrivé comment dans le discours? Puis, ce que je veux aussi voir, Yannick, peut-être vous entendre là-dessus, c'est on parle de changement climatique, mais là même, on commence à changer. On parle de bouleversement du climat, de dérèglement. Donc, au début, c'était un discours scientifique, mais ça a évolué. Puis, pour un journaliste, comment ça se passait alors? Bien, on a commencé, effectivement, comme journaliste, à en parler. Dans mon souvenir, Québec Science a un article sur le changement du climat dans les années 80, milieu des années 80. C'est pour moi qui l'avais fait. Ensuite, en 93, au sommet de la Terre à Rio, où on adopte la Convention des Nations Unies, la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. On en parle à notre émission, à la radio. Donc, on en parlait. Le moment aussi, donc, 92. Oui, le sommet de la Terre de Rio. Le sommet de la Terre. Et on est ensuite, nous, à l'émission... Alors, ça donne un peu l'idée, c'est l'émission spécialisée de Radio-Canada, qui était devenue les Années-Lumière en 94. Donc, en 97, on a un envoyé spécial à Kyoto, Marc Bourgault, qui va couvrir la conférence de Kyoto, qui était la 3e COP. Donc, on était quand même dans le mouvement des changements climatiques. Mais il y avait encore une sorte de... il y avait une incertitude où il n'y avait pas nécessairement un sentiment total d'urgence. Et moi, j'ai fait en 1998, dans l'actualité, je publie un article qui s'appelle « La Terre a-t-elle perdu la boule ?» Ça va faire 25 ans, là. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est 98. Ouais. Et cet article-là disait, oui, il y a des changements climatiques, mais peut-être qu'il y a aussi un effet, il y a l'effet de serre, mais il y a peut-être un effet média, en ce sens que si vous êtes on avait le début de l'information continue, si vous voyez en boucle l'inondation qui a lieu, je ne sais pas trop où dans le monde, vous avez l'impression que le monde entier est inondé. Alors ça commençait comme ça un petit peu, mais on avait encore, jusqu'à la fin des années 90, une vision, disons, oui, il y a un changement climatique, mais il y avait encore beaucoup d'incertitudes, même scientifiques. J'ai une citation d'Alain Bourque qui dit on n'est pas les événements extrêmes, c'est pas sûr que ce soit lié au changement climatique. Il faut faire attention. Bref, c'était ça un peu le discours dans les années 90. Donc, on parle d'il y a 25 ans, premier article dans l'actualité. Et là, au fil des années, ce discours-là a évolué. Alors, est-ce qu'il y a, pour chacun d'entre vous, puis alors on y va là, spontanément, je ne vais pas vous cibler, vous pointer, mais est-ce qu'il y a pour vous un moment où il s'est passé quelque chose qui fait que là, le discours a évolué, qu'il a avancé, qu'il a changé, qu'il a été propulsé à l'avant-scène, qu'il a commencé à faire davantage partie des préoccupations? Est-ce qu'il y a un moment marquant dans un changement, que ce soit de ton, le discours qu'on pouvait avoir sur les politiques, le discours économique, sur les techniques? Est-ce qu'il y a un moment charnière qui vous a fait dire « Ah, là, il est en train de se passer quelque chose, puis le discours est en train de changer et notre façon d'intervenir aussi va changer ». Sébastien Sauvé? Bien, j'essaie de voir, c'est dur de cerner le moment, mais j'ai quand même les interventions de Al Gore, Inconvenient Truth, et l'ampleur que ça donnait à un pédagogue exceptionnel qui expliquait ça de façon claire, avec la prestance qu'il avait, ça, pour moi, ça a été comme
une caisse de résonance énorme qui avait beaucoup d'impact, puis qui ouvrait beaucoup de portes, puis qui faisait réaliser beaucoup de choses. Donc, pour moi, ça, il y a quand même un moment charnière là où tu avais quelqu'un qui aurait pu être président des États-Unis, qui avançait de la science de façon très claire et qui donnait plus beaucoup d'équivoques. Oui, puis le prix Nobel associé à ça, et André-Yann Parent, Al Gore, c'est votre pain quotidien à vous, là, en fait, son héritage, là, plus digeste que la pollution de Sébastien Sauvé, mais Réalité climatique Canada, c'est Al Gore qui est derrière Absolument, tout ça. oui. On est, en fait, le projet de la réalité climatique a effectivement émergé dans la diffusion du film. Et donc, comme c'est souvent le cas qu'on sort un documentaire. C'était 2007, le film? Exact. 2007, et à ce moment-là, tournée... 2007. Une tournée pour présenter le film. Et là, on se rend compte qu'il y a une espèce de vide dans l'offre pédagogique pour parler d'urgence climatique. Un peu comme tu le mentionnais, Sarah, on se retrouve dans un espace où finalement, les gens ont un sentiment qu'il se passe quelque chose, voient les impacts des changements climatiques, voient des graphiques dans certains cas, mais n'ont pas nécessairement les outils pour ramener cette information-là et la rendre justement plus digeste et l'aborder de manière intégrée dans leur propre milieu d'influence. Et c'est à ce moment-là que Al Gore décide de créer le projet de la réalité climatique avec cette vocation-là d'outiller les gens pour qu'eux-mêmes deviennent des communicateurs efficaces sur l'urgence de la crise climatique. Et pour arriver à ça, il faut s'assurer qu'on a une diversité, finalement, d'ambassadeurs qui sont capables de porter ce message-là dans leur propre réseau d'influence, que ce soit comme travailleurs dans une cimenterie, que ce soit dans un parti politique, comme journaliste, comme communicateur, justement, en général, ou comme personne qui travaille dans un magasin, peu importe le milieu ou le réseau d'influence dans des mouvements religieux, d'être capable d'adapter ce discours-là. Et ce qu'on se rend compte progressivement aussi dans l'évolution du discours, c'est que ces portraits un peu glauques, très axés sur les effets, les impacts des changements climatiques, il y a un moment où ça sature l'imaginaire, où en fait, ça peut même créer un sentiment d'inertie, à l'inverse des histoires qui sont racontées. La façon dont les gens racontent comment eux se mobilisent pour trouver des solutions, la littératie aussi des solutions, notamment locales, pour faire face au changement climatique. On se rend compte aussi que dans la façon d'outiller les gens pour communiquer, travailler beaucoup en mettant l'accent là-dessus encourage les gens à prendre part aux discussions et aussi à agir ultimement et à se sentir justement en pleine possession de moyens, de leur capacité de devenir eux-mêmes des catalyseurs de changement dans leur communauté. Donc, prendre possession, prendre le discours dans sa bouche, le mâcher pour que tout le monde un peu y trouve son compte et que ce ne soit pas seulement une langue d'experts. C'est un défi aussi pour la communication scientifique, mais il y a un défi qui est parfois semé d'embûches parce que dans le discours, toutes les voix ne sont pas égales en journalisme scientifique, Yannick. Ça, je pense que c'est important de le dire. On l'a vu récemment avec la COVID, où tous les avis ne sont pas équivalents, les avis d'experts. On a vécu la même chose aux premières loges aux années-lumière à cet égard-là aussi. Ça, on est plus loin, on est beaucoup plus loin. On est au moment où il y avait donc il y a eu les climato-sceptiques pendant un certain nombre d'années qui se sont fait aller. Et aux années-lumière, émissions scientifiques, on les a quelquefois interviewés. On avait quand même une sorte d'ouverture. Les normes et pratiques nous imposent aussi traditionnellement de faire valoir tous les points de vue. Mais en science, il y a eu un bémol. Et tout à coup, nous, on a décidé de ne plus donner la parole aux climato-sceptiques parce que c'était de la non-science. Il y a d'ailleurs un article ici, pas de place pour la non-science. On a décidé de ne plus inviter les climato-sceptiques. Chantal, on se rappelle. Et, on a travaillé ensemble durant 18 ans à cette époque-là. Et on a eu une plainte à l'Ombudsman de Radio-Canada par, je ne me souviens plus qui avait fait ça. L'Ombudsman a donné un premier avis en disant qu'on avait raison dans une émission scientifique de ne pas inviter des non-scientifiques. Et il y a eu le plaignant est revenu encore et l'Ombudsman nous a encore donné raison donc en 2015. Donc ça montrait un petit peu un changement, nous, dans un changement dans l'approche aussi du discours public dans certaines émissions, puis à Radio-Canada en général. Les climato-sceptiques, on avait la cause est entendue, on est dans la non-science,
puis la science du changement climatique est solide. C'est à peu près ça le discours qu'on avait. L'élément marquant dans le discours, c'est quand les rapports du GIEC se sont mis à tracer des lignes très claires avec des données très claires sur la probabilité que ce soit. Mais je mettrais un changement quand même beaucoup antérieur à ça dans le discours public. Et moi, je mettrais la date, je mettrais 2002. 2002. Le deuxième sommet de la Terre à Johannesburg en 2002. Et là, tout à coup, il y a quelque chose qui change. C'est graduel, bien sûr, mais on est plus devant la réalité de ce changement climatique. On est 10 ans après la Convention des Nations Unies, puis on se dit oui, il y a un problème. Et bon, je vais me citer encore, je fais un article dans l'actualité toujours, un article dans l'actualité de décembre 2002. Le climat change et vous, un article, et l'actualité, donc magazine très grand public, consacre 12 pages à ce sujet-là, dont un sondage auprès du grand public. Et c'était très intéressant de voir ça. Donc, sondage fait en 2002. Dans quelle mesure les dérèglements climatiques vous inquiètent-ils? Beaucoup, assez, 73%, pas du tout 26%. La faute à qui? La faute est au phénomène naturel ou à l'activité humaine? 70%. 10, c'est l'activité humaine. Est-ce que les changements climatiques sont une menace pour l'avenir de l'espèce humaine? 78% des répondants disent tout à fait ou plutôt d'accord. Et est-ce que les changements climatiques causeront de graves problèmes sur la planète au cours des 20 prochaines années? 75% des gens sont... C'est maintenant, là? Oui, c'est ça. Et 75% des gens sont quand même d'accord. Donc, on avait quand même, en 2002, dans le grand public, le public sondé par l'actualité, on avait quand même une perception qu'il y avait un changement. Ce que dit l'actualité aussi, c'est que dans le sondage, on disait, est-ce que vous êtes prêt à changer ou à avoir des petites voitures? Personne ne voulait changer. Ça, on va y revenir dans le troisième bloc. Parce que comment faire bouger les choses? On avait quand même, en 2002, donc au début des années 2000, on avait vraiment quelque chose. On avait quand même la notion de changement climatique était vraiment dans la tête des gens dès 2002, moi je crois. Sarah, dans la tête des gens, oui, mais c'est un discours qui parfois a été perturbant aussi, parce que dans la tête des gens est arrivé de plus en plus dans le discours un constat de on va frapper un mur, là, et les gens confrontés à ça se sont mis à développer un autre mot, donc mot M-O-T, mot M-A-U-X, un autre mal, l'éco-anxiété, le discours anxiogène sur les changements climatiques. C'est quelque chose qui a dû vous marquer, ça aussi, comme un moment marquant pour vous? Je trouve ça intéressant de voir les résultats de ce sondage-là qui finalement date de... C'était 20 ans. 2002. 20 ans. Donc, la crainte était déjà présente rapidement, parce qu'on parle de 95 où on était en train de réfléchir sur est-ce que c'est un vrai phénomène ou non, jusqu'à 10 ans plus tard où on voit déjà que beaucoup de gens s'inquiètent. Et oui, c'est ça. Je trouve pour moi quelque chose que j'ai vu et qui m'a marqué aussi parce que j'ai des adolescents, mes enfants, c'est l'émergence de cette mobilisation de la jeunesse, mais aussi le discours de la jeunesse que je trouve vraiment dramatique, qui évoque des images, des métaphores qu'on peut peut-être presque appeler catastrophiques. L'image de la personnalité de Greta Thunberg qui porte ce message-là, très culpabilisant aussi au niveau de l'arène politique. Pour moi, ça marque un changement dans le discours. Donc, en même temps, je vois cet alarmisme et aussi cette grande émotion liée au changement climatique. Puis, je trouve ça perturbant et important. En même temps, je vois aussi un autre discours que je trouve de plus en plus présent. Et je trouve que l'interface entre les deux, c'est peut-être quelque chose dans lequel on devrait peut-être réfléchir. C'est en fait plus un discours très fort d'économie verte, croissance durable, éco-efficience, très techno-optimiste. Donc, si on regarde les plans et les projets des gouvernements, on entend vraiment un discours qui est très technique et très fortement ancré dans l'innovation et la technologie. Même dans les rapports du GIEC, on a ce genre de discours technique. Exact. Et en même temps, on a un discours très émotif, basé vraiment dans des arguments moraux autour de
les grandes préoccupations de la jeunesse qui sont liées à un phénomène de éco-anxiété. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a eu comme une première grande recherche internationale sur l'éco-anxiété qui est sortie en 2021. C'était 10 000 jeunes entre 16 et 24 ans, 10 différents pays, inclus des pays dans le sud, le nord, etc. Et le phénomène, c'était très semblable à ce que vous rapportiez, mais même plus aigu. C'était quelque chose comme 60% qui sont soit très ou extrêmement préoccupés par la crise climatique et 75% qui se disent effrayés par l'avenir, plus que la moitié qui remet en question la question d'avoir des enfants. Donc, pour moi, il y a un alarmisme autour des changements climatiques et aussi, pour moi, un alarmisme sur l'impact psychologique que la crise climatique est en train d'avoir pour la prochaine génération. Et en même temps, je vois l'autre discours plus d'une sorte de croissance durable et des réponses techniques. Et je me dis, quelle pourrait être l'interface entre ces deux discours-là? Quel est le terrain d'entente? Est-ce qu'on a besoin d'un terrain d'entente? Quelle conception des changements climatiques sont mobilisés par les deux groupes d'acteurs? Donc, pour moi, c'est quelque chose que je trouve super important et intéressant. À partir de quand le discours devient paralysant parce qu'il est trop alarmant? À partir de quand les gens ont un sentiment que c'est tellement gros qu'ils se sentent impuissants? Donc, il n'y a pas un risque aussi de paralyser, de décourager l'action avec un discours alarmiste? Mais je me demande si, quand on ne se sent pas écouté, j'ai l'impression que le registre, ça continue à monter. Oui. La frustration et le sentiment d'être pas écouté, ça mène à des actions de plus en plus excessifs. Donc, pour moi, le manque de dialogue, je pense que ça doit faire partie de la réponse et la raison pourquoi il y a tellement un gouffre entre le discours des jeunes et le discours des acteurs politiques. Il y a même des scientifiques, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette initiative récente, ils se sont inspirés de Extremist Rebellion, Scientist Rebellion, qui ont fait des gestes d'éclat la semaine où le rapport du GIEC était publié pour dire, nous, dans nos laboratoires, oui, on fait des constats, on analyse ces questions-là, on a des données, mais là, on va poser des gestes d'éclat parce qu'on veut aller au-delà de la publication d'articles scientifiques, sortir nos résultats des laboratoires. Donc, le discours est vraiment aussi pris d'assaut par des scientifiques qui posent des gestes de rébellion. Alors, comment on réconcilie ça avec ce qu'on peut faire concrètement pour faire avancer les choses, pour faire changer des décisions, faire changer des comportements? Quels sont les ingrédients que vous voyez comme étant prioritaires, là, sur lesquels tout le monde le dit, là, il faut faire quelque chose, on a X années, et sinon il faudra développer des techniques qu'on n'a même pas encore aujourd'hui pour s'assurer qu'on limite la hausse des températures en deçà de 1,5 degré à l'aube de 2100. Alors, comment on réconcilie les discours, puis comment la science peut faire avancer la sociologie, les études sur la pollution, la mise en commun des efforts, l'engagement citoyen? J'aimerais vous entendre là-dessus sur le discours. Donc, comment on communique mieux sans paralyser? Mm-hmm. Bien, je pense qu'en fait, ce qu'on voit avec la mobilisation des jeunes, c'est aussi une mise en action quand même, une utilisation. Souvent, quand on regarde les discours des jeunes, mettent de l'avant justement ce contenu scientifique et sont parfois dans les communicateurs les plus efficaces et redoutables parce qu'ils connaissent justement les faits et on met beaucoup de lumière sur la personnalité publique qui est devenue Greta, mais derrière ce mouvement étudiant, c'est des millions de jeunes partout dans le monde, bien au-delà de Greta, qui des fins de semaine, des soirées s'organisent. Les manifestations qu'on a connues, une des plus grandes manifestations dans le monde en 2019, qui était quand même à Montréal, c'est des semaines et des semaines d'organisation pour une manifestation comme ça, et ça envoie quand même un signal très, très, très fort de la non-acceptabilité sociale de l'inaction politique. Ce que ça envoie, c'est quand même qu'il y a la fenêtre d'acceptabilité sociale s'est déplacée et qu'il y a une large majorité critique qui demande plus d'ambition au niveau des politiques publiques. Et je pense que les jeunes ajoutent un niveau de pression, justement, en
prenant la rue. Et il y a l'étape suivante, dont d'ailleurs beaucoup sont aussi partie prenante au niveau des mouvements jeunesse, c'est vraiment la connaissance des politiques publiques et d'être capable de voir comment on passe dans l'opérationnalisation, comment on se rend compte que des solutions ne sont pas nécessairement que dans l'innovation technologique dans 50 ans dont on ne maîtrise pas encore finalement la réalité potentielle. On est encore dans le domaine un petit peu de l'inexactitude, de l'ambition, on va dire. On espère que ça fonctionne, versus des solutions très concrètes qu'on peut mettre en œuvre dès maintenant. Et ce qu'on Comme voit par exemple? Comme par exemple, au niveau des politiques publiques, on regarde au niveau, je vais prendre cet exemple-là parce que je sais que mes collègues vont certainement parler de d'autres volets, mais au niveau des municipalités, on remarque que l'ambition climatique au niveau municipal touche la vie quotidienne et l'amélioration des conditions de vie des gens à travers l'amélioration de la qualité de l'air, l'accès à des espaces verts, le reboisement, le verdissement, la protection de milieux humides, la gestion des matières résiduelles, notamment, on l'a vu, un exemple flagrant, c'est évidemment le compost géré par la municipalité, mais aussi par toute une série de services, de tissus sociaux, notamment l'accès à du logement abordable pour les populations qui permettent aussi d'aller agir sur des éléments de disparité au sein de nos sociétés. Donc, en fait, en abordant la question des solutions à la crise climatique, on peut également aller aborder de plein fouet d'autres enjeux qui sont issus aussi de ces inégalités sociales, comme par exemple les enjeux liés au genre, les enjeux liés au colonialisme, les enjeux liés à l'environnement, le racisme environnemental, certains quartiers qui sont disproportionnellement impactés par les changements climatiques. Donc, des solutions très, très concrètes qu'on est capable de mettre en place et dont les citoyens peuvent aussi être garantir la mise en œuvre avec justement ces connaissances-là. Donc, de tenir nos élus imputables en leur demandant de la reddition de comptes sur ces plans climatiques, donc ils ont déjà adoptés dans certains cas, sur des budgets climat, par exemple, qui peuvent être mis en œuvre et dont les citoyens peuvent aller à leur conseil municipal et demander que des comptes, finalement, sur on en est où par rapport à ces politiques-là. Comme la qualité de l'air dans mon quartier, ça a l'air de quoi maintenant? Ces arbres qu'on promettait de planter, on en est à combien? Etc. Donc, il y a une capacité aussi de mettre en œuvre par la mobilisation citoyenne qui est extrêmement redoutable. Par la finalement. vigilance aussi des citoyens. Sébastien Sauvé, on parle donc de lutte à la pollution, d'histoire de succès, on a évoqué les pluies acides. Est-ce qu'il y a des ingrédients là-dedans qu'on pourrait aller chercher pour peut-être nourrir le discours et surtout les gestes qu'on pose à partir de ce discours qui tente de communiquer l'urgence d'agir? Bien, pour poursuivre, je pense qu'il y a un décalage entre la science qu'on connaît sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il faudrait qu'on fasse et comment convaincre les gens de le faire. Et il y a quelque part où nos politiciens manquent d'audace, bien d'accord, mais c'est le miroir de ce qu'on veut. Et donc, comme société, puis ça a été évoqué, on n'est pas encore majoritairement, de façon convaincue, prête à avoir des plus petites voitures, à prendre l'autobus, à changer nos habitudes. La science de comment on met les outils ou les vrais incitatifs pour changer est beaucoup moins avancée au niveau socio-économique, sociologique que ça peut l'être pour la science plus naturelle, plus tangible de comment on arrête les choses. Et donc là, il y a comme une lacune dans... Parce que les politiciens, ils vont faire ce que les gens veulent, mais les gens sont... Oui, tout le monde est pour l'environnement, tout le monde veut que ce soit vert. Tant que tu ne touches pas à sa voiture, tant que tu ne touches pas à ton mode de vie. Et donc là, il y a quelque chose qu'il faut qu'on travaille, puis on n'a pas toutes les réponses. La science du comportement, peut-être, a été un peu laissée pour compte. On a beaucoup de connaissances sur les mécanismes physico-chimiques qui se passent dans l'atmosphère, sur les productions d'énergie par d'autres filières, mais sur qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va accepter de payer plus cher parce que c'est bon pour le développement durable. Peut-être qu'il y a des éléments à aller chercher dans les connaissances, dans les aspects sociologiques de tout ça, Sarah? Comment on influence, comment on change le discours là, pour que les gens agissent? Ce que j'ai appris moi-même en tant que sociologue, c'était qu'il y avait un fort écart entre les valeurs et les comportements. Donc, ça a été démontré objectivement, mais comment les rapprocher? Je pense que c'est un art autant qu'une science et que, oui, c'est la question. Et comme dit Sébastien, c'est le défi parce que
comme vous dites, on ne voit pas nécessairement, on voit l'aspiration, on voit les valeurs, on voit les craintes, mais je suis d'accord qu'on ne voit pas suffisamment un changement dans les pratiques quotidiennes des gens. Je n'ai pas vraiment une réponse. La seule idée que j'ai eue pendant que je réfléchissais à ces questions-là, j'avais regardé le nouveau rapport du GIEC qui est sorti il y a quelques semaines, puis j'étais un peu étonnée à voir à quel point que c'était vraiment une sorte de liste d'épicerie. Lequel? Celui sur l'adaptation ou celui sur les... non, parce qu'il y en a eu un sur les impacts et l'adaptation et l'autre sur les mesures d'atténuation. C'était plutôt le quoi faire. OK, ça c'est l'atténuation, le dernier. Donc. Exact. Et là, je voyais qu'en fait, les changements climatiques, ça touchait tout. C'était la gestion de l'eau, la réhabilitation des écosystèmes, la biodiversité, les infrastructures vertes, ça couvrait tellement large. Ça me faisait penser aux ODD, aux objectifs de développement durable, où on réalise qu'en fait, d'atteindre le développement durable, c'est d'atteindre tout. C'est l'éducation, c'est la politique, c'est les inégalités sociales, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et là, j'ai juste eu l'idée qu'en fait, peut-être qu'en simplement s'inscrivant dans une démarche de éco-citoyenneté, éducation relative à l'environnement, comme aller chercher le petit Sarah Teitelbaum en 1995 qui voulait s'impliquer dans sa communauté d'une façon concrète, peut-être que c'est en fait suffisant pour commencer le travail à résoudre les changements climatiques. Ça n'a peut-être pas besoin d'être le discours de Stephen Guilbeault, mais en fait plus une panoplie de différentes actions qui ne sont même pas peut-être appelées des mesures de mitigation au changement climatique, parce que finalement, si on est dans une perspective de vouloir s'investir socialement et écologiquement, que ça va déjà ça représente un pas vers la question des changements climatiques aussi. Ouais. Yannick, dans ce contexte-là, le discours a évolué. Il y a encore une place aussi pour que la science le fasse avancer, un rôle essentiel. Oui. Moi, je suis pas entièrement pessimiste. Enfin, profondément, je pense qu'on va se planter, mais je refuse, j'ai pas le droit, je me sens pas le droit au pessimisme. Pour plusieurs raisons. Effectivement, il y a une génération de jeunes qui sont sensibilisés et qui vont... Greta va un jour être ministre de l'Environnement, ça c'est clair. C'est sûr. De quel pays? Donc, c'est sûr qu'il y a une mentalité qui change, et les changements de mentalité, ça prend du temps, ça prend des générations. Alors la génération qui monte, effectivement, est plus sensibilisée, etc. L'autre chose, c'est que, contrairement à ce que vous dites, c'est pas vrai que les hommes politiques font uniquement ce que les populations demandent. Il faut aussi qu'il y ait un leadership politique. L'idée que les solutions sont individuelles. Moi, qu'est-ce que je vais faire pour changer le changement climatique? C'est vrai, mais il y a aussi des solutions politiques qui doivent être décidées. Par exemple, on ne vend plus de voitures à essence à partir de 2035. C'est une décision politique. Hein. Il faut qu'il y ait des décisions en haut lieu qui soient prises par des gens politiques. Et les gens politiques, oui, vont être poussés par le fait qu'il y a des électeurs qui sont derrière eux. Mais en gros, le fait est qu'on peut avoir, grâce à ces changements de génération, on va avoir des changements de discours, des changements d'attitude, des changements de politique. Donc moi, je suis pas vraiment pessimiste, ça va arriver. Ça arrive tranquillement. Cela dit, le défi me semble tellement énorme, et la dimension économique. Et en plus, quand on voit ce qui se passe en Ukraine en ce moment, on se dit on n'est pas prêt de lâcher le gaz et le pétrole. C'est une arme de guerre. En tout cas, bref, on est dans une situation vraiment très, très difficile. Mais je me dis, je n'ai pas le droit au pessimisme absolu. Puis il y a des jeunes générations qui montent. C'est plus moi qui va le faire. Puis Greta va être ministre de l'Environnement un jour. Mais pendant ce temps-là, aujourd'hui, Joe Biden a permis des octrois pour aller prélever du gaz et du pétrole dans des terres publiques à cause de la crise énergétique. Donc, il y a toujours le test de la réalité auquel sont confrontés les décideurs. Et de l'acceptabilité sociale. Plus les populations sont outillées pour reconnaître justement des mesures d'éco-blanchiment de la part d'entreprises, ou alors des
actions de leurs élus ou de leur gouvernement qui ne sont pas alignées avec les exigences de la science, plus on est en mesure de se mobiliser et d'agir. Et effectivement, je suis assez d'accord, mais on a perdu beaucoup parfois d'énergie et de focus à mettre l'accent sur les gestes individuels plutôt que se concentrer justement sur des politiques publiques ou des facilitateurs qui permettent aussi de s'assurer que tout le monde fait partie justement de ce monde qui fait face au changement climatique. Sans politique publique, c'est pas tout le monde qui va avoir accès à des transports en commun, pour pouvoir avoir un transport multimodal avec une personne monoparentale avec 3 enfants qui doit aller chercher les enfants à l'école primaire, à la garderie, etc. Si on n'a pas des bonnes alternatives qui font que ce trajet-là fait beaucoup plus de sens et un tissu social qui fait qu'on a une solidarité et qu'on peut outiller les uns les autres, faire du covoiturage, ou d'autres offres, par exemple, si on reste sur l'exemple des transports, qui est aussi un enjeu très local, on ne va pas être en mesure de vraiment répondre à plein d'autres défis de notre société. La crise climatique, aussi pessimiste qu'elle peut nous rendre, est aussi une occasion de réfléchir plein d'enjeux sociaux et d'y répondre avec innovation et aussi avec le souci d'améliorer la qualité de vie des populations. J'aimerais vous entendre tous les 4, appel à tous donc, et toutes, l'ingrédient principal ou les ingrédients principaux qu'on devrait ajouter au discours pour qu'il ait plus de mordant, qu'il ait plus d'impact sur les gestes posés, que ce soit des comportements d'individus ou des décisions de politiciens ou des engagements de la société, donc des milieux économiques. Est-ce qu'il y a des ingrédients? C'est quoi? La carotte, le bâton? On fait ça comment là, pour que le discours soit adapté aux gestes qui sont posés, puis qu'il y ait une adéquation entre les deux, vraiment? Toute une question, hein? Oui. Je pense que le discours, moi je parle d'un point de vue média, médias, du côté des médias, le discours, ça s'appelle taper sur un clou tout le temps, pour retaper sur le même clou. Johan Liu, il y a 2 jours, disait cette phrase magnifique, il faut faire en sorte que l'Ukraine ne devienne pas un fait divers, en parlant de la crise, de la guerre en Ukraine. Moi, je pense qu'il faut faire en sorte que le changement climatique ne devienne pas un fait divers. Donc, les médias doivent continuer à parler de ça, à couvrir les conférences climatiques, à couvrir les rapports du GIEC, à faire du reportage concret sur des effets locaux, sur les feux de forêt. On a parlé des feux en Californie l'an passé dans les médias américains sans jamais évoquer les changements climatiques. C'est quand même hallucinant. Alors, les médias doivent mettre l'accent sur ça, doivent continuer à taper sur ce clou-là. Et je pense qu'avec ça, on va réussir petit à petit à avancer le chose. Il y a un élément qu'on peut se mettre sous la dent pour les médias, ce sont les études d'attribution. Il y a maintenant depuis 2015, je pense, un groupe international de chercheurs qui dit dans quelle mesure telle inondation, tel feu de forêt, tel événement climatique extrême, météorologique extrême, peut être lié au changement climatique. Dans quelle mesure? Et c'est super intéressant parce qu'ils sortent ça très très vite. Et je pense que les médias peuvent avoir vraiment beaucoup de matière à couvrir avec ça pour faire comprendre aux gens que oui, c'est sûr, il y a toujours eu des inondations, mais c'est sûr qu'il y en a plus maintenant qu'avec les changements climatiques. Donc je pense que les médias doivent continuer à faire en sorte que les changements climatiques ne deviennent pas un fait divers. Et qu'en est-il de peut-être aussi d'entrouvrir la porte sur des solutions possibles aussi, des pistes de solutions? Est-ce qu'il y a de la place pour modifier le discours pour, oui, continuer à parler du problème, mais peut-être élaborer davantage sur des solutions possibles, de ne pas mettre des lunettes roses, là, mais d'arrêter de toujours voir le mur qui est devant nous et duquel on se rapproche pour peut-être voir autrement le problème, pour trouver des pistes de solutions. Ça se fait changer notre paradigme, en quelque sorte, pour voir autrement cette situation-là, puis entrer dans des solutions sans que ça devienne du techno-pop ou... Sarah? Bien, je dirais que oui. J'avais vu, il y a eu même des scientifiques qui ont commencé à faire des articles scientifiques avec des bonnes nouvelles, un peu pour contrer le discours fataliste et un peu déprimant qui est souvent dans les médias et qui nous entoure. Et je pense que ça rejoint
un peu cette idée-là de le rendre tangible, de le faire vivre dans notre quotidien, de nous faire comprendre que en s'engageant de d'autres façons sur des questions d'environnement, qu'on peut aussi contribuer au changement climatique, de montrer ce que font les jeunes qui travaillent pour des organisations comme Climate Reality. Oui, je suis d'accord que c'est important de faire vivre et rendre dynamiques les discours autour des changements climatiques pour inspirer les gens aussi. Mais en même temps, en lisant les rapports de GIEC, on ne pourrait pas avoir une démonstration plus claire le degré de risque lié au changement climatique. Donc, je pense qu'on peut peut-être faire cohabiter les discours, mais je ne crois pas qu'on va laisser tomber le discours alarmiste. Sébastien Sauvé, je vous vois opiner. Là. Pour quelqu'un qui travaille en écotoxicologie, il y a toujours une alarme quelque part qui est présente, là, parce qu'il y a un risque. Je suis resté dans les carottes et les bâtons. Ah oui, OK. Puis je pense que c'est les deux. Il y a vraiment une urgence et toutes les carottes et tous les bâtons qu'on peut utiliser, il faut les mettre de l'avant, il faut les utiliser. Et oui, la taxe carbone est probablement un très bon outil. L'électricité, on a une des électricités les moins chères au monde, puis là, on a presque eu une augmentation au niveau de l'inflation. Il faudrait que l'électricité soit 3-4 fois plus chère. Là, il y aurait un impact sur l'isolation de nos maisons, sur plein d'autres aspects. Donc, tu sais, il y a des bâtons ici. Les carottes seraient probablement avec transport en commun gratuit ou à très bon marché. Il y a des choses qu'on peut faire, mais je pense qu'on n'a pas le luxe de choisir. Là, je pense qu'il faut vraiment y aller à fond et utiliser le maximum de ces carottes et de ces bâtons-là qu'on peut. Il y a des carottes qui fonctionnent mieux dans une organisation comme le projet de réalité climatique, André-Yann. Vous constatez, donc, vous êtes sur le terrain avec les gens. Fait que c'est fun de voir s'il y a des éléments dans le discours, dans la façon de parler, dans la façon de présenter, qui font que les gens s'engagent davantage. Dans ce qu'on observe, nous, dans l'engagement, c'est vraiment les communicateurs de confiance qui portent le message. Et donc, comment les personnes sont capables d'adapter le vocabulaire et le contenu pour leur public et leur réseau d'influence. Donc, on le voit de plus en plus, même dans certains désamours par rapport aux grands médias et certaines voix alternatives. Donc, de garder dans certaines communautés qui sont de plus en plus isolées ou même dans certains cas encore climato-sceptiques ou des communautés qui sont extrêmement engagées dans tout l'éventail de possibilités qui amènent le message scientifique et la façon, encore une fois, de l'adapter pour le contexte local de la communauté à qui on s'adresse va faire toute la différence dans l'engagement des gens et leur volonté de prendre part. Donc, justement, d'être capable de s'identifier, de prendre part à un mouvement. Donc, on le voit beaucoup, nous, dans les prairies, évidemment, mais partout au Canada, dans des milieux où il y a moins ce qu'on appelle de la mobilisation climatique classique, qui porte le message va avoir un impact fondamental à faire progressivement changer, basculer finalement les gens dans la mobilisation. Avant d'ouvrir aux questions des gens dans la salle ou sur le Facebook en direct, j'ai une question. Quand on parle de discours puis de changement de discours, il y a souvent des groupes d'intérêt, puis on parle d'éco-blanchiment ou on parle de façon de verdir un peu son image. Il y a même Catherine McKenna qui va diriger un groupe formé par l'ONU pour justement faire un peu le ménage dans les allégations vertes de certains projets, compagnies ou autres. Comment on arrive à se faire une tête? Parce que les intérêts sont tellement énormes que certains adaptent, verdissent leur discours, l'écrivent à l'encre verte, mais le discours reste le même. Comment on arrive à faire la part des choses là-dedans? Avez-vous parfois l'impression que vous êtes submergé par des discours écrits à l'encre verte, mais que dans le fond, ce qu'on y dit ne change pas vraiment? Mais je me dis, c'est peut-être une opportunité entrepreneuriale. Tu sais, c'est que finalement, oui, il y a une panoplie d'initiatives. Puis on compte sur un peu la transparence des organisations et une bonne foi d'une certaine façon aussi, mais il y a peut-être des opportunités, et ça existe déjà,
de certains acteurs qui font le travail de traçabilité face à ces différentes initiatives-là, de vérifier, de bonifier, de faire des rapports et des reportages sur les actions des entreprises, tout le domaine de la responsabilité sociale des entreprises. Donc, il y a certaines qui disent que l'économie verte, elle est aussi une opportunité économique, et ça serait peut-être un exemple, en fait, c'est de créer d'autres opportunités dans cette transparence. Mais faire des reportages sur des projets de cette nature-là, d'un entrepreneur qui dit, moi, mon procédé est bon, il va faire ceci, c'est pas toujours évident, ça. Oui, mais enfin, il doit se publier, je sais pas moi, 10 000 articles sur les changements climatiques par année, seulement en Amérique du Nord ou en Europe, je sais pas. Donc, il y a à boire et à manger là-dedans, mais je pense que la ligne de fond des médias doit être de continuer, bien sûr, à dire, attention, oui, c'est grave, il y a quelque chose d'extrêmement grave qui se dépasse, il y a une urgence climatique, il y a une urgence à faire, mais il y a aussi, effectivement, couvrir les aspects positifs, intéressants, les bonnes initiatives, les bons coups, montrer l'avantage, les avantages, par exemple, économiques de la transition énergétique, par exemple, etc. Donc, c'est un mélange de tout ça. Je crois que les médias doivent continuer à, comme je dis, à taper sur le même clou. Il y a urgence, il y a danger, mais il y a des gens qui font quelque chose. Puis si c'est les gens qui font semblant de faire quelque chose, ben, c'est aussi les médias qui vont le dénoncer, qui vont le trouver. Hein. Oui, puis les consommateurs, les citoyens qui vont pouvoir consommer les produits, élire un gouvernement ou pas, voter pour un parti ou pas. Alors, je veux quand même vous soumettre quelques questions. Puis s'il y en a d'autres, des gens qui sont dans la salle, qui ont des questions à poser à nos panélistes, je vous invite à le faire. Ils sont là pour vous. Il y a des micros dans la salle, donc profitez-en. Une première question. Attendez, bon, alors, est-ce que le discours change parce que les gens se mobilisent davantage ou est-ce l'inverse, les gens se mobilisent plus parce que le discours change? La poule ou l'œuf? Hein? La poule et l'œuf. La poule et l'œuf. Donc, est-ce qu'il y en a un qui est un élément qui est plus une roue d'engrenage ou les uns vont avec les autres, le discours et la mobilisation vont main dans la main? Probablement que l'un nourrit l'autre. Oui, oui, c'est probablement un effet d'entraînement. Oui, puis il y a probablement des gens qui se sont mobilisés et dont les discours ont par la suite été davantage entendus. Puisque, de toute façon, la première poule et le premier œuf dans ce domaine-là sont loin. Oui. On n'a pas besoin de rechercher lequel était le premier. Mais actuellement, oui, ça marche comme ça. Ça marche la poule, l'œuf, effectivement. C'est sûr que le discours de Greta Thunberg est amplifié par la couverture médiatique qu'on en fait. Et c'est sûr que la couverture médiatique qu'on en fait en sorte que ça peut aider à la mobilisation. Et la mobilisation va faire en sorte que les gens vont accepter ou vont être des amplificateurs ou des haut-parleurs de la couverture médiatique. Maintenant, je pense qu'on n'est plus... Tout est lié et va en même temps, je crois. Puisque vous parliez de Greta, autre question qui nous arrive. Quels sont les impacts de la prise de position de personnes publiques comme Greta Thunberg? Est-ce que vous trouvez qu'elle a eu un réel impact sur les jeunes et sur la mobilisation? Est-ce que, André-Yann, donc son impact, c'est vraiment marqué? Je pense que Greta, l'impact qu'elle a eu, c'est peut-être l'accès à des espaces de pouvoir et la crédibilité pour les jeunes qui, par ailleurs, se mobilisaient et s'organisaient déjà. On est même dans des endroits où la mobilisation, là, évidemment, on parle au Québec, mais ailleurs, il y a des jeunes qui se mobilisent au péril de leur vie. Là, au quotidien, il y a des jeunes qui sont mobilisés partout dans le monde par rapport à la crise climatique. C'est sûr que Greta, en ayant la persévérance, quand même qu'il faut applaudir, qu'elle a eue en termes de sa mobilisation, la constance qu'elle a eue et la couverture médiatique auquel elle a eu accès, je pense effectivement qu'elle a donné de la crédibilité
à tous ces jeunes partout dans le monde qui se mobilisaient déjà. Et dans certains cas, même je pense par rapport à la pré-représentation des jeunes dans des espaces comme les conférences des partis, Youngo, donc les groupes de représentants des jeunes, qui ont gagné effectivement dans la prise en compte de « Ah, est-ce qu'on a une représentation jeunesse? Est-ce qu'on a amplifié les voix des jeunes? Est-ce qu'on a inclus au sein de la conversation les demandes des jeunes? » On l'a vu aussi beaucoup dans la mobilisation, notamment au Québec, donc même dans le travail de coalition qui a été fait beaucoup par rapport à la mobilisation climatique, de s'assurer qu'il y avait toujours une représentation des jeunes et aussi de reconnaître le leadership justement des jeunes ici, mais aussi ailleurs dans ces conversations-là. Donc oui, Greta a contribué, mais elle fait partie, quand on revient un peu à la poule et l'œuf, mais ouais. Elle fait partie, c'est la poule et l'œuf, donc elle fait aussi partie d'un phénomène qui est déjà bien présent et qu'ont plusieurs jeunes avec beaucoup moins de capital médiatique continuent de faire sans relâche. Je pense à beaucoup de jeunes, notamment dans des communautés autochtones, qui sont mobilisés sans relâche et qui n'ont pas nécessairement le même accès à des médias de masse, à la même visibilité et qui continuent sans relâche à défendre les droits de leur communauté. Justement, il y a des voix qu'on entend moins dans le discours. Vous l'avez évoqué, les communautés autochtones. J'ai l'impression, Sarah, que c'est quelque chose que, comme sociologue, vous avez pu observer aussi qu'il y a des voix qui portent moins dans le discours, même si elles sont aux premières loges lorsque vient le temps de documenter, de subir les effets, les contre-coups. Mais je pense qu'un aspect qu'on n'a pas discuté beaucoup aujourd'hui encore, c'est comme toutes les luttes plus territoriales, puis les luttes anti-extractivistes, les pipelines et d'autres grands projets d'infrastructure et d'extraction. Et là, on voit quand même une sorte de résurgence de populations qui vivent en milieu rural, des nations autochtones aussi qui contestent les atteintes à leurs droits. Et c'est sûr que oui, il y a peut-être plus de visibilité autour de ces protestations qu'il y avait peut-être 10 ans, mais en même temps, je pense que ça reste un travail extrêmement ardu et qui prend beaucoup de ressources et beaucoup de temps et qu'on ne s'en aperçoit pas tant que ça, qui sont ces acteurs-là qui, finalement, portent les mouvements anti-extractivistes, non seulement au Canada, mais également dans des pays du Sud où il y a des communautés qui luttent contre des projets de mines, des barrages hydroélectriques, toutes sortes de grands projets, et les impacts sont dévastateurs. Parfois des minières canadiennes aussi impliquées. Oui. Et ça fait partie de les questions énergétiques et la lutte contre les changements climatiques, mais c'est comme une autre dimension extrêmement importante aussi. Donc, il y a des voix qui ont plus de mal parfois à se faire entendre dans la cacophonie. Il y a aussi les discours concurrents. Le rapport du GIEC est arrivé alors qu'on était en pleine guerre en Ukraine. Il y a la crise de la COVID, la crise économique. Comment on arrive pour que le discours climatique ait voix au chapitre de manière aussi urgente que ce que ça devrait être, alors que c'est peut-être pas dans la priorité numéro 1, là, quand les gens voient leur pouvoir d'achat qui diminue, voient qu'il y a une guerre qui nous frappe de loin, mais les gens qui sont en Europe, qui sont tout près là-bas, les changements climatiques et les rapports du GIEC, je ne suis pas certaine que ce soit la première préoccupation dans leur vie de tous les jours. C'est la dure réalité d'une humanité qui affronte toutes sortes de problèmes à la fois. Et c'est sûr que quand on voit ce qui se passe en Ukraine en ce moment, il y a une urgence autre que de dire on va changer, on va faire en sorte que le changement climatique ne se produise pas la semaine prochaine. C'est tellement loin d'abord que ce n'est pas urgent. Quand on voit qu'il y a des problèmes urgents, on a vu comment la communauté internationale s'est mobilisée au moment de la crise en Ukraine parce qu'on avait quelque chose d'extrêmement présent. C'était cette semaine, c'est ce jour-là que ça se produisait. Alors, on est dans une histoire où l'humanité se brasse dans tous les sens, affronte toutes sortes de problèmes. Mais moi, je trouve que la question des changements climatiques est quand même bien couverte, est quand même largement couverte. Les gens en parlent, les gens le savent. Bon, qu'on soit prêt ou plus préoccupé par ça ou par autre chose à un moment donné de la vie, ça va. Mais globalement, on ne peut pas dire que ce soit le silence total sur les changements climatiques. Au contraire, je pense qu'on en parle quand même. Et il y a
tout le monde, ah, il pleut ce matin. On a vraiment choisi notre jour hein, pour faire un À truc Montréal, sur il le faut savoir que changement les gens qui ne sont pas à Montréal, il y avait une espèce de gadou. Là, oui, c'est ça, de neige. neige Il a neigé. lourde. Il a neigé. Donc, Ouais, ouais. Un 19 avril. Donc, c'est sûr que tout le monde va dire, ah ben c'est le changement climatique. Oh, ben là, regardez, il nous parle du réchauffement, mais c'est pas vrai, il fait froid, en tout cas, peu importe. Cette conscience-là de l'existence d'un changement climatique est vraiment dans tous les esprits. Donc, c'est déjà ça de gagner. Puis, donc, par rapport aussi à toutes les sources de contamination environnementale, il y en a une et une autre, là, avec les plastiques et autres. Donc, priorité au changement climatique dans le discours, Sébastien Sauvé? Ben, moi, j'aime bien dire des changements globaux parce que ça Oui. intègre toutes sortes d'autres problèmes, mais c'est pas juste le CO2. Les problèmes sur la planète, il y a plein d'engrais partout qui fait de l'eutrophisation. Il y a des plastiques, il y a des métaux, il y a des éléments qui sont toxiques aussi dans l'air. Donc c'est plus vaste. Les problèmes environnementaux, les problèmes de la Terre sont plus vastes que juste le CO2. Et ben, c'est l'empreinte humaine, c'est nos activités qui ont des impacts de toutes sortes de façons. Donc, il faut repenser notre impact de toutes les mêmes façons qui ont été décrites plus tôt, mais par rapport à tous ces impacts-là, un peu partout. Là, et donc, oui, il y a de la pollution partout. Alors, monsieur, vous avez une question pour les panélistes. Est-ce que ça vous embête de vous présenter? Puis si vous voulez l'adresser à quelqu'un en particulier, votre question, de nous le dire. Sinon, la parole est à vous. OK, merci. Mon nom est Michel Côté. Je suis professeur aussi au département de physique à l'Université de Montréal. Moi, j'aimerais vous entendre parler sur un peu les leçons de la pandémie au point de vue de la communication. C'est un problème aussi qui était au début très scientifique. La science était prédominante partout. Tout le monde travaillait dans le même sens. Et peu à peu, on a vu un peu le discours scientifique être pas effacé, il était toujours là, mais la population ne voulait plus l'entendre. Et on est rendu que une partie de la population ne suive plus. Il ne faut pas que ça arrive avec le climat. Comment fait-on pour corriger et s'assurer que toute la population continue à nous suivre dans les efforts? Pas seulement ceux qui nous écoutent aujourd'hui, mais tout le monde, parce que c'est ça que ça va prendre. Sarah? C'est intéressant parce que moi, je vois votre commentaire d'une autre façon. Moi, je trouvais que la pandémie, c'était un exemple vraiment intéressant d'une appropriation de la science par la population. Je trouvais, tu sais, pour la première fois, on parlait de armchair epidemiologist. Tout le monde lisait les chiffres, tout le monde interprétait les mesures de santé publique, tout le monde avait un avis sur le variant et les effets de ce variant-là. L'ARN messager. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, je me dis, en fait, c'est peut-être aussi une leçon sur la science citoyenne et la capacité finalement d'engager la population dans une sorte de lecture citoyenne d'une situation dans laquelle ils pourraient d'une certaine manière s'investir. Donc, je pense que, je ne sais pas, j'ai entendu beaucoup de choses sur les liens entre la pandémie et les changements climatiques. Certaines le voyaient comme finalement un exercice qui nous a démontré notre capacité collective à se mobiliser. Et d'autres se sont dit, pourquoi la pandémie et pas les changements climatiques? Quelle est la recette, l'ingrédient qui nous a permis de se rallier autant autour de la pandémie, mais pas les changements climatiques? Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est le danger de mort, carrément, le danger de mort. C'est l'urgence. Mais moi personnellement, j'ai toujours le feeling que ce lien de causalité, la capacité de voir avec nos yeux les résultats des actions environnementaux, ça fait partie de cet ingrédient qui est plus difficile avec les changements climatiques qu'avec la pandémie où on peut tomber malade demain. Oui, oui. Sébastien Sauvé. Première réflexion sur la pandémie, moi, j'ai été surpris de l'ampleur des changements qui sont arrivés du jour au lendemain. Quand on a vu l'urgence, le monde au complet s'est arrêté. Le monde au complet a fait ce qu'il fallait faire vu l'information qu'on avait. Donc là, pour moi, ça, il y avait quelque chose de positif dans la crise. Je veux dire, écoute, on est capable de bouger puis de se revirer sur un dissent, comme on dit. Maintenant, sur la question de la science,
Je pense qu'il y a une lassitude et là, il y a un mélange où on a des messages scientifiques, on a de l'information scientifique, on a aussi beaucoup d'interprétations d'experts. Et là, il y a une zone grise entre aussi comment cette interprétation est reprise par les politiciens. Et on a beaucoup de politiques publiques qui sont dictées politiquement. Donc là, il y a un mélange où la science est mélangée avec des directives politiques. Et c'est pour ça que les gens, là, ils décrochent. Parce qu'il y a une zone qui est floue entre qu'est-ce qui est vraiment de la science et qu'est-ce qui est une décision politique. Ouais. Confusion des discours aussi, Oui, Yannick? d'abord, moi, ce qui m'a frappé dans la COVID, dans la crise de la COVID, c'est l'adhésion massive de la population à la science. Alors les médias, moi j'étais en maudit contre mes collègues journalistes, donner autant de place à quelques hurluberlus qui font une manif en disant « je ne veux pas porter un masque » ou je ne sais pas quoi, c'était délirant parce que 90% des gens se sont fait vacciner. Et ça, c'est la preuve d'une adhésion à la science. Maintenant qu'actuellement, il y a un peu de flou dans le message, c'est plus une question de science, c'est une question effectivement, mais il y a peut-être aussi une sorte de sagesse publique parce que la COVID, elle ne tue pas beaucoup. Elle n'est pas, la plupart des gens, on a tous autour de nous des gens qui l'ont eu au cours des 3-4 dernières semaines ou des derniers mois, avec un variant hyper contagieux, pas etc. trop proche, là, mais... Oui, c'est ça. On a tous eu ça, puis finalement, c'est pas dramatique. Il y a pas. Parce que maintenant, les vaccins sont là aussi. Mais parce que les vaccins, parce qu'il y a une réaction. Et bon. Donc finalement, il y a peut-être une sagesse populaire qui consiste à dire peut-être que finalement, on commence à avoir avec cette bête-là une relation qui est, disons, qui est plus facile. On a moins peur, on connaît mieux la chose, on sait mieux quoi faire. Mais c'est dangereux parce que c'est le même discours avec les changements climatiques où ça fait des inondations loin, puis c'est loin, puis ça nous affecte. Et c'est loin dans le temps, les changements climatiques. Il faut faire attention. C'est surtout ça. Pas tant, parce qu'en fait, il y a des gens qui sont décédés à Montréal à cause d'une canicule. Il y a des gens partout autour de nous qui ont des impacts dans leur maison, qui ne sont pas assurés, qui subissent les conséquences des inondations. Donc, en fait, les impacts très concrets et empiriques, on les sent déjà. Ce qui est intéressant dans la pandémie, aussi, c'est qu'on voit les mêmes mécanismes d'inégalité internationale qui sont mis en œuvre dans l'accès à la vaccination, qui est aussi un enjeu dans l'accès à la finance climatique, à l'accès au partage des ressources pour l'adaptation, la résilience qu'on observe sur la scène internationale. Donc, en fait, la concentration du capital médical ou du capital de vaccins dans certaines régions du monde et dans d'autres régions du monde où, effectivement, les populations n'ont pas le même accès. Donc, des belles leçons de la pandémie, mais aussi des belles leçons dans les deux sens de qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement dans le traitement de la pandémie, dans le traitement de la crise climatique. Puis l'élément, par contre, d'imputabilité et de communication, d'avoir, imaginez-vous si l'ensemble des élus du monde entier, tous les jours, nous faisaient un bilan des politiques climatiques qui sont mises en œuvre, de la traçabilité de ces impacts-là pour les populations. Non, mais c'est vrai, c'est quand même un effort de communication extraordinaire qui pourrait très bien être reproduit par rapport à d'autres enjeux. Oui, pourquoi pas? On a des points de presse d'un directeur général du climat. Si on prenait comme l'urgence que c'est, on pourrait se dire que c'est à la hauteur de la crise qu'on est en train de traverser collectivement. Malheureusement, la réalité réelle est que c'est pas aussi urgent. On n'a pas le nez aussi collé sur une urgence mondiale, épidémique, dramatique, avec les changements climatiques, qui ont des conséquences très graves, qu'avec une pandémie qui arrive. Puis le mot pandémie, il faut se rappeler, au début, on ne savait pas ce que c'était, on ne connaissait pas ça. On avait, comme je disais tout à l'heure, l'idée, on avait vu ce qui s'était passé en Italie, c'était en janvier, fin janvier, début février, et c'était effrayant. C'était effrayant, c'était la peste qui tombait sur le monde. Il y a une grande différence entre dire, dans 20 ans ou dans 50 ans, le niveau de la mer aura remonté de ça. L'humanité est ainsi faite, mais je suis sûr que je suis d'accord avec vous, il y a des impacts déjà dramatiques sur la population, mais qui ne sont pas aussi spectaculaires, aussi soudains, aussi fascinants
étonnant, troublant qu'avec la COVID. On a des questions qui nous viennent Oui. des Il y a aussi internautes. quelqu'un aussi. Oui, je vais en prendre une. Madame, je vais prendre une question des internautes, puis j'arrive à vous tout de suite après. Mais une question sur le rôle de l'école, du programme de formation dans le discours sur le climat. Est-ce que ça devrait entraîner des changements dans ce qu'on enseigne aux jeunes à l'école? Puis est-ce qu'il y a un rôle particulier pour les enseignants, les enseignantes qui en ont déjà beaucoup sur les épaules? Mais est-ce qu'ils auraient un rôle particulier qu'on pourrait leur faire jouer de par le programme de formation des jeunes pour favoriser un changement de comportement dans la population? Est-ce que l'école peut être une porte d'entrée? Andréane? Résolument, absolument. Je pense que on parlait en tout cas dans le modèle auquel moi je crois beaucoup des communicateurs et communicatrices de confiance. On le voit avec des mouvements comme Mère au front. Mère au front? Oui, de mobilisation de maman, tante, OK, sœur. non, parce que mère, je me disais mère mairesse ou mère? Non, maman. elle est maman. OK. Exactement. On le voit dans des mouvements de plus en plus à quel point la filiation et la responsabilité intergénérationnelle devient un facteur de mobilisation. Donc, définitivement, on l'avait vu, l'exemple le plus souvent utilisé, c'est l'exemple du bac bleu, le bac de recyclage. Comment c'est les enfants qui ont fait adopter certaines pratiques aux familles. De la même manière, d'amener les conversations climatiques par les enfants, ça devient, c'est absolument efficace, mais j'ai des collègues qui sont au projet de la réalité climatique en Inde, qui, eux, l'entièreté pratiquement de leur programmation est axée sur la formation des enseignants et des enseignantes. Donc, dans leur stratégie pour outiller les communicateurs et communicatrices de confiance d'aujourd'hui, ça passe par les écoles primaires et secondaires. Et quand on voit justement, on en parlait il y a quelques instants, de l'impact des mobilisations des jeunes, même sur les politiques publiques, il y a fort à espérer qu'une stratégie qui mise sur les jeunes et sur les espaces d'éducation peut être extrêmement porteuse. Mais ça devrait être l'éducation à tous les niveaux. C'est au primaire, au secondaire, à l'université. Continue. Puis c'est pas un cours spécifique, puis après, c'est chic, c'est fait. C'est pas ça dans un devrait programme être du imprégné ministère, là, c'est partout, ça. comme un devrait- virus qui se Résolument. Madame, dans la salle, vous avez une question pour les panélistes. C'est à vous. Oui, je voulais dire que je pense que l'urgence est là. C'est pas très, très loin, là. Je veux dire, il y a déjà des inondations, des feux de forêt. Fait que l'urgence, elle est là. Il y a plus de monde qui meurt des problèmes climatiques que de la COVID dans le monde. Fait que on peut pas dire, c'est loin, donc on peut prendre notre temps. On peut pas prendre notre temps. Le vrai problème, c'est qu'on n'aborde pas la question cruciale qui est il faut garder les énergies fossiles sous la terre. Mm-hmm. Parce que cette exigence-là est énorme. Elle signifie que tout notre mode de vie va être changé. Parce que oui, il y a de l'énergie alternative qui est en train de se développer et c'est magnifique, mais elle n'est pas encore aussi efficace que les énergies fossiles. Donc, garder les énergies fossiles sous la terre, ça implique diminuer la production, ça implique diminuer la consommation, mais la consommation est au cœur de notre système capitaliste. Donc, ça signifie attaquer notre système économique en lui-même, et c'est parce que c'est extrêmement difficile à faire que ça ne bouge pas. Et c'est parce que les gens ne le réalisent pas. Je veux dire, les jeunes, oui, ils sont prêts à aller dans la rue et tout, mais combien sont prêts à ne pas changer leur téléphone aux 2 ans? Combien sont prêts à arrêter de faire des clics inutiles qui font une pollution épouvantable? Je veux dire, je crois que le discours de l'urgence climatique est dans les médias de plus en plus, mais les solutions sont tellement difficiles qu'on en parle peu et que les gouvernements ne sont pas prêts à embarquer là-dedans. Et on est pris dans cette toile d'araignée, dans cet engrenage qui fait que pour s'en sortir, c'est extrêmement difficile, on est pris. Alors, c'est ça. Une façon d'adapter le discours pour sortir de ce qui nous tient comme ça, qui fait qu'on a l'impression qu'on tourne en rond. Ça fait des années que l'article dans Nature avait dit qu'il faut tout laisser dans le sol, ce qu'il y a dans le sol, on le sait. Puis c'est pas ce qu'on fait, donc le discours passe pas. Comment convaincre les gens? Est-ce que les scientifiques, Sébastien Sauvé, puis ça c'est une question qui nous est venue, devraient être
opter pour le discours militant en plus de la science? Est-ce qu'il faut aussi adapter un peu le discours, s'engager plus quand on a les connaissances béton, là, puis qu'on sait que c'est la réalité, c'est ça? Bien, tu sais, je suis ici, là, en avant, là, donc oui, moi, je suis à l'aise de parler devant les médias, de m'engager, mais il n'y a pas tant de mes collègues qui sont à l'aise et qui sont heureux devant une caméra. Donc, on ne peut pas exiger ça de tous les scientifiques. C'est deux profils qui ne sont pas toujours compatibles. Donc, oui, je pense qu'il faut encourager, il faut aider un maximum de scientifiques et de chercheurs à mieux vulgariser ce qu'ils font. Et c'est bon en environnement, mais c'est bon dans tout. Mais on ne peut pas l'exiger, là, je pense pas. Ce que dit Madame, c'est pour ça que je suis profondément pessimiste, mais je ne veux pas l'être. Mais la réalité, c'est ça. La réalité est terrible, c'est que, OK, il faut changer le système capitalisme, des révolutions, c'est plus difficile à faire et surtout à réussir. Il faut changer ça. Faut laisser, on est d'accord, il faut laisser les hydrocarbures là où ils sont, sous le sol ou sous la mer. On pourra envoyer ça, raconter ça à quelqu'un. Mais la réalité réelle, c'est que le fric est là. Il y a des milliards de dollars, il y a des jobs. Il y a des jobs à Terre-Neuve. Est-ce qu'on laisse crever Terre-Neuve? C'est notre ami Stephen Guilbeault qui a eu ce problème-là sur le dos. Est-ce qu'on laisse crever Terre-Neuve parce qu'on doit laisser le pétrole en dessous, ou est-ce qu'on prend le pétrole de Terre-Neuve parce qu'on ne veut pas que les Terre-Neuviens crèvent de faim? Et c'est ça la réalité réelle et la force, l'énormité, la puissance de la force de l'économie et du fric et du rendement économique est telle qu'on ne les laissera pas sous la terre. On sait déjà que justement, on les laisse, en développant des projets comme Baie du Nord, on les laisse crever à très court terme. Parce sur Baie du Nord, ce qui a été dit, entre autres... Mourir cette semaine ou mourir dans 3 ans, réalité, on est mieux mourir dans 3 ans. On sait que les travailleurs dans les énergies fossiles détiennent à peu près 80% des connaissances qui sont transférables dans d'autres secteurs d'activité, notamment liés aux énergies renouvelables. On sait que la planification de la transition, justement, pour pouvoir sortir des hydrocarbures, notamment dans une économie comme celle du Canada, qui est quand même hautement dépendante aux énergies fossiles, il y a cette capacité-là, effectivement, d'investir maintenant pour former ces gens-là et sortir. On sait que même dans un modèle auquel, personnellement, je ne pense pas que la solution est dans un modèle capitaliste, mais même dans un modèle capitaliste, il y a une extinction au capital financier qu'on peut tirer des hydrocarbures. Même en l'occurrence, on le voit déjà, des compagnies d'assurance refusent des projets, deviennent les premières alliées des militants à refuser des projets d'exploration ou de développement. On le voit au niveau même de fonds de pension, on prend l'exemple de la Caisse de placement et dépôt du Québec, qui, avec le travail de Sortons la Caisse du carbone, a largement adopté un plan de sortie des énergies fossiles et qui agit comme leader par rapport à d'autres fonds de pension. On le voit progressivement au sein des banques, dans les assemblées générales, on en avait plusieurs le mois dernier, qui commencent à être conscientisés par rapport à l'impératif de sortie des énergies. Donc, et il y a eu plusieurs victoires de David contre Goliath récemment par rapport à la mobilisation citoyenne, par rapport à des projets d'exploration d'hydrocarbures. Et donc, je pense que en réalité, non, les ingrédients sont déjà là et on voit déjà des changements radicaux. Par contre, il ne faut pas relâcher la pression, il faut continuer de se mobiliser, sans quoi, effectivement, on va continuer à faire, on va rester dans le statu quo qui est une illusion de confort, mais qui en réalité n'en est pas une. Et dans les économies des maritimes, la fermeture d'industries minières a eu des impacts. N'importe quelle famille qui vient des maritimes a eu des changements, des pertes d'emplois récurrentes aux 10 ans liées aux fermetures de compagnies hydrocarbures. Donc, on le sait déjà que ces modèles-là ne sont pas garants d'emploi, ne sont pas garants de stabilité. Il faut donc en sortir incessamment. Sur Baie du Nord, Andréane, il y a quelque chose d'intéressant dans le discours qu'on entend de la compagnie norvégienne, c'est qu'en installant ces forages-là, à terme, ce n'est pas du pétrole extra-côtier qu'on va faire. On va installer des infrastructures pour pouvoir aller faire de l'éolien extra-côtier, comme ils ont fait en Norvège. C'est un discours qu'on entend aussi, que le développement va un temps passer par l'exploitation fossile pour
par la suite prendre une tangente différente. On appelle ça de l'encre verte, hein, je pense. Hein. Ben, je ne sais pas, je soulève la question, mais c'est un discours qu'on a entendu. Oui, oui, on parlait de greenwashing tantôt. Hein. Ben, c'est ça, mais c'est un discours qu'on entend aussi là-dessus. Une autre question dans la salle? Oui. Pour un panéliste en particulier? Ou ben, en fait, je vais rebondir un peu sur différentes choses que vous avez dit, puis donc la question vous concerne tous. Je m'appelle Martin, moi je suis ni chercheur ni spécialiste de quoi que ce soit, mais je suis un citoyen qui se pose des questions et qui abonde dans le sens de M. Villedieu quand il dit qu'il se refuse au pessimisme, même s'il croit fondamentalement qu'on va tous péter. Là. Puis moi, la pointe de mon optimisme, en fait, elle réside dans le fait que moi, je crois fondamentalement que les gens, les citoyens comme moi, sont de bonne foi face à l'enjeu des changements climatiques. C'est simplement qu'au niveau de la communication, il y a un défi qu'on essaie d'aborder, qu'on tourne autour du pot, mais qu'on ne rentre pas tant dedans. Puis on parlait de la science du comportement. On l'a juste évoqué un petit peu. Pour moi, les gens, ils ne sont pas prêts à refuser de changer leur téléphone aux 2 ans ou à prendre une plus petite voiture parce qu'ils sont foncièrement égoïstes. Ils ne le font pas parce qu'on leur a retiré leur pouvoir d'agir. L'empowerment n'est plus là dans la société parce qu'on se fait bombarder par le discours sur le climat d'informations qui sont tout aussi contradictoires les unes que les autres. À ce moment-là, on ne sait plus où se tourner. On nous dit qu'il faut faire du recyclage, mais on nous dit aussi du même coup qu'il n'y a rien qui est recyclé à la Ville de Montréal, qu'on n'a pas les installations pour le verre ou qu'il faut envoyer nos déchets à l'autre bout de la planète pour finalement se les faire retourner. On nous dit qu'acheter une voiture électrique, extraire les minerais pour la batterie, c'est plus polluant que le véhicule à pétrole. Face à tout ça, quelqu'un de bonne foi se dit, bien, voyons, où est-ce que je tourne la tête? Pourquoi je vois une information et son contraire? Qu'est-ce que moi, je peux faire? Et puis, ultimement, on lui dit, eh bien, tu sais quoi, de toute façon, le vrai véritable pollueur, c'est les entreprises, c'est les industries fossiles. Et ça, bien, c'est aux politiques de légiférer ça. Toi, tu n'as rien à faire comme citoyen, à part voter. Et puis là, tu votes pour un discours qui est greenwashé à grandeur, d'un parti super ambitieux, le plus ambitieux plan vert. Le lendemain, on accorde un projet pétrolier qu'on peint lui aussi en vert. Et puis, vous, Madame Parent, vous avez parlé de la mobilisation des jeunes. Et puis, ça m'a titillé un petit peu parce que, pas plus tard que la semaine dernière, j'écoutais l'heure du monde sur les heures de Radio-Canada. Et puis, on était en France à l'aube du premier tour pour demander aux jeunes, justement, la catégorie, la tranche d'âge la plus basse, s'ils avaient l'intention tout simplement de se pointer aux urnes. Et puis, la plupart ont dit que non, en fait. Non, parce que ça ne changerait rien. Ou non parce que le discours qu'on veut voir parler par nos politiciens n'est même pas abordé. On n'a pas parlé d'écologie, on n'a pas parlé d'environnement. Et puis la manière dont on tape le clou des changements climatiques, c'est toujours sur les impacts. C'est toujours de montrer que c'est gros de même, ça va péter ça de gros, ça va faire ça de mal. Au lieu de dire qu'est-ce qu'on peut faire vraiment aux plus petits. Fait que le clou des impacts, je pense qu'on l'a assez martelé. Maintenant, il faudrait changer le discours pour un discours qui est plus engageant, plus mobilisateur. On a évoqué du clin d'œil le militantisme peut-être de la part des scientifiques, mais quoi d'autre qu'on peut faire pour donner de l'espoir aux gens qui, justement, ont l'impression que leur seul pouvoir, c'est un vote aux 4 ans et que ce vote-là s'en va pour des beaux discours et jamais de prise d'action réelle? Parce qu'on regarde justement que là, démographiquement, les jeunes sont de plus en plus importants sur le total du vote. Donc, les politiciens, il va falloir qu'ils adoptent leur discours pour leur plaire, mais n'ont même pas à le faire puisque les jeunes ne vont pas voter. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, même quand... Oups, pardon. Non, mais merci pour la question. Puis je pense que c'est une très belle façon de remballer tout ce qu'on s'est dit durant l'heure et demie qui vient de passer, parce que le temps file, puis il va falloir qu'on mette une clôture. Mais j'aimerais ça, chacun de vous 4, que vous ayez en tête le commentaire de Martin, c'est ça? Oui, c'est de ça. Martin. Puis que vous vous disiez, bon, les gens, quand ils vont sortir d'ici, là, qu'est-ce que j'aimerais qu'ils retiennent de ma réponse à ce commentaire-là, qui est assez fondamental. Puis ça va être probablement votre dernière intervention avant que je remercie tout le monde. Puis on pourrait continuer longtemps, mais j'aimerais ça que vous ayez en tête ce commentaire-là qui est, moi, je ne veux pas être, si je résume bien, tu me diras, moi, je ne veux pas être pessimiste, mais j'entends toutes sortes de choses. Puis là, j'aimerais ça qu'on passe un peu à un mode où le discours est plus engageant, finalement, pour qu'il y ait des choses qui changent. Oui, ben en fait, ce que je voulais savoir, moi, c'est comment est-ce qu'on fait pour susciter l'empowerment? Parce que moi, je pense qu'il est là le nœud du problème. La prise de pouvoir. Je pense qu'on a retiré le pouvoir d'agir aux gens à force de faire du yo-yo avec l'information. Alors, quel rôle pour le discours là-dedans? Le mot de la fin? On refait le... Parfait. Bien, le tour, écoute, Andréane. nous, c'est ce qu'on fait au quotidien, en fait. C'est vraiment outiller les gens pour qu'eux-mêmes deviennent des catalyseurs de changement dans leur communauté. Ça passe par la sensibilisation, d'avoir
les outils pour parler de l'urgence climatique d'une façon qui convient au milieu dans lequel on est et avec des solutions qui sont apportées du milieu dans lequel on est. Ça passe par la mobilisation locale avec des outils, pas seulement qu'on vote, mais d'imputabilité pour nos élus. On mesure les actions qui sont posées, les gestes et les impacts dans la communauté que ça a, mais aussi les solutions qui sont gagnantes et les meilleures pratiques qui sont échangées par des réseaux de citoyens mobilisés au niveau local à travers le Canada, mais aussi au niveau international. Donc, ça passe par ça, donc la littératie des solutions, si je peux me permettre, ou des meilleures pratiques. Et au troisième niveau, ça passe aussi par le fait de déplacer, encore une fois, cette fenêtre d'acceptabilité dont on parlait. Donc, de s'assurer qu'on est intransigeant sur la présence du discours climatique, mais aussi sur les solutions et les meilleures pratiques. Donc, on a des choses qui se passent au Canada, mais dans une perspective également internationale. Je pense qu'on en a très peu parlé aujourd'hui, mais on a aussi une responsabilité comme pays vis-à-vis de populations à travers le monde. Donc, justement, une responsabilité qui est financière, donc notamment, donc de parler de ces choses-là et de développer des réseaux de solidarité qui sont réellement à la hauteur justement des impacts disproportionnés dans certaines régions du monde. Donc, de travailler de pair avec d'autres réseaux citoyens à travers la planète qui sont mobilisés, comme on le disait, parfois dans des conditions qui sont beaucoup plus difficiles que celles dans lesquelles on se mobilise ici. Donc, en fait, ces trois éléments-là, mis en commun, peuvent vraiment amener beaucoup de changements. Et moi, je ne ferais pas ce travail-là au quotidien si je n'étais pas résolument optimiste. J'espère que j'ai pu communiquer ça ce soir, s'il y a une chose à retenir, sur le fait que des citoyens qui sont outillés sont capables de porter le changement, et même dans certains cas des révolutions, l'histoire en témoigne, qui peuvent amener des changements radicaux sociaux, mais qui nous amènent dans une meilleure société collectivement. Il y a vraiment ce potentiel-là en ce moment qui est aussi extraordinaire, une occasion extraordinaire à saisir pour l'ensemble de la population. Alors, Andréane Parent, bien, merci beaucoup. Puis je rappelle, là, nous, c'est l'organisme dont vous êtes la directrice générale, projet de la réalité climatique du Canada, diplômé d'ici en anthropologie, baccalauréat, maîtrise. Sébastien Sauvé, votre mot de la fin pour répondre au cri du cœur, finalement, de Martin? Bien, oui, je suis quelqu'un de profondément optimiste, mais ça me touche. Puis ce qui me touche le plus, c'est le décrochage des jeunes qui veulent, mais qui sont subjugués par des messages un peu incohérents, puis tout et son contraire. Et comment ramener un message clair avec des là, je ne veux pas dire des petits pas parce qu'il faut bouger, l'urgence est là, il faut avancer vite, mais il faut trouver des façons d'avoir un message qui va être beaucoup plus clair. Mais je n'ai pas de solution miracle là, qui me vient là, sur comment on fait ça, mais je pense qu'il faut vraiment travailler à clarifier ça et peut-être qu'il faut que je convainque plus de mes collègues de participer et qu'on arrive à départager qu'est-ce qui est de la vraie science, puis qu'est-ce qui est du wishful thinking, puis qu'est-ce qui est de manipulation politique. Je pense que une portion là, de la solution est vraiment dans des messages plus simples, plus clairs, avec des signaux qui vont être clairs. Bien, Sébastien Sauvé, merci beaucoup. Alors, je rappelle que vous êtes professeur ici au département de chimie, aussi vice-doyen à la recherche et à la création donc, de la faculté des arts et sciences. Sarah? J'aimerais peut-être rendre ça comme le retrancher vers l'université et l'enseignement et la formation. Je me dis que c'est un espace privilégié pour ouvrir des dialogues, inviter des personnes avec des perspectives différentes à s'entretenir ensemble, à échanger des idées, à créer des laboratoires et des ateliers où on peut expérimenter avec des pratiques et diffuser ces connaissances-là plus largement au sein de la société. Donc, moi je pense que l'université, les écoles à tous les niveaux peuvent devenir quand même des lieux d'optimisme aussi et des lieux d'expérimentation. Des laboratoires vivants, en quelque sorte. Oui. Bien, merci beaucoup. Puis c'est vraiment dans votre rayon, comme sociologue, d'animer ce genre d'initiative-là. Sarah Tettelbaum, donc professeure au département de sociologie. Et Yannick Villedieu, donc le mot de la fin, mot. Journaliste. Pas de solution miracle, évidemment. Moi, je vois vraiment ça comme un mélange, comme un mélange d'influences de toutes sortes. Et parmi les influences lesquelles il faut encore croire, c'est les influences du politique, et notamment dire aux gens qu'aller voter, c'est important, parce que ce n'est pas vrai que nos votes n'ont rien.
n'ont pas de valeur. Quand on compare dans les pays où on ne vote pas, on est pas mal moins bien équipé pour avoir une action sur la société que dans les pays, que dans nos pays. Alors je pense qu'il faut effectivement continuer, chacun dans son coin, les journalistes, les professeurs, chacun a les actions, les organismes communautaires comme le vôtre, chacun a son rôle possible à jouer, à tirer un petit peu pour essayer de faire en sorte qu'on continue à regarder cette question climatique comme une urgence importante, même si des fois ça nous échappe un peu parce qu'il y a d'autres actualités qui semblent plus urgentes. Bien, Yannick Villedieu, journaliste spécialisé en sciences, en médecine. Madame, vous avez une dernière question? Oui. Oui. Une information optimiste de quelle nature? Ça nous prend ça? Oui. Au Québec, il y a un forum, un regroupement de quelques dizaines d'organismes, de chercheurs, d'économistes, qui ont formé quelque chose qui s'appelle le Front commun pour la transition énergétique. Ils travaillent là-dessus depuis plus de 2 ans. Ils ont produit un rapport qui s'appelle le projet ZEN pour zéro émission nette, avec une panoplie de solutions, tant individuelles qu'au niveau politique, très inspirantes. Alors, moi, je suggère à toutes les personnes intéressées, je ne suis pas si pessimiste que j'ai eu l'air. C'est une très belle suggestion. Puis je vais vous avouer que comme journaliste, j'essaie souvent de mettre des lunettes roses. C'est ce que je dis à mes collègues quand je lis des rapports ou des études catastrophistes et alarmantes. Mais alors, voilà. Ce rapport est intéressant, documenté, sérieux et optimiste. Parfait. Bien, merci beaucoup pour le commentaire, puis merci à tout le monde pour votre participation. J'espère que ça a été pour vous une expérience éclairante. Alors, moi, je m'appelle Chantal Srivastava, puis ça a été un honneur, un privilège de passer ce temps-là avec vous. Merci aux internautes et merci à l'Université de Montréal aussi d'avoir tenu cette activité. Merci, puis bonne soirée à tous.